Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Aujourd'hui, on s'intéresse à la SAS ou Société par action simplifiée. Tout d'abord, la SAS peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les principales caractéristiques de la SAS, c'est une société dite similaire à la SA, avec une souplesse de fonctionnement qui est fondée sur la volonté de ses membres. Elle peut être utilisée pour les sociétés de holding, les filiales ou les PME. Et elle permet d'échapper aux contraintes de la SA. La constitution de la SAS. Les conditions de fond tout d'abord. La SAS peut être une SASU dans le cas où il existe un seul associé, personne physique ou personne morale, mais il peut également y avoir plusieurs personnes physiques ou morales, sans maximum. Dans ce cas-là, ce sera une SAS pluripersonnelle, des personnes qui doivent avoir la capacité civile. Les apports, il peut y en avoir en numéraire, en nature et en industrie, contrairement à la SA. Le numéraire, il doit être libéré à un demi dans les 5 ans. Les apports en nature doivent être évalués par le commissaire aux apports, sauf la même exception que on a vu dans la SARL, décision unanime de ne pas recourir à un commissaire aux apports si l'apport n'excède pas 30 k et si l'apport en nature est inférieur à la moitié du capital social. Les apports en industrie ne font pas partie du capital social, mais donnent uniquement droit aux bénéfices. Le capital social, il est fixé dans les statuts. L'objet, il peut être civil ou commercial, mais il est commercial par la forme. Et enfin, une dénomination sociale qui conduit à une publicité. Les conditions de forme des statuts sous signature privée, un projet de statut si une offre publique, le contenu et la mention obligatoire, les formalités de publicité. Le fonctionnement de la SAS. Le mode de direction. Les associés jouissent d'une totale liberté. Il y a un président, c'est le représentant légal de la SAS, qui peut être une personne morale. Le poste est attribuable à un seul dirigeant. Les statuts prévoient un dirigeant unique ou un organe collégial ou un conseil d'administration composé d'un président et de plusieurs dirigeants. La détermination du dirigeant. Il est déterminé par les statuts. Le dirigeant, c'est le représentant légal, donc c'est soit une personne physique, soit une personne morale. Le cumul du contrat de travail avec celui de dirigeant, c'est la même chose que la SARL. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne savez pas. Le cumul de mandats, il n'y a aucune interdiction concernant ce cumul-là. Les statuts peuvent imposer des qualités aux dirigeants et une publicité doit être faite. La cessation des fonctions du dirigeant. La cessation des fonctions du dirigeant, les causes peuvent être communes. Elle peut être prévue par des clauses statutaires, mais il peut également être révoqué par des conditions fixées dans les statuts. Les pouvoirs du dirigeant et le représentant légal. Il y a également des clauses limitatives de pouvoir possibles et une délégation pouvoir possible avec la désignation d'un directeur général ou d'un directeur général délégué. Dans les rapports avec les tiers, la SAS est engagée même par les actes accomplis hors de l'objet social, sauf si le tiers est de mauvaise foi. La rémunération du dirigeant est fixée dans les statuts et le régime fiscal, c'est celui d'un salarié. La responsabilité peut être civile, pénale ou fiscale. Dans le cas d'une responsabilité civile, c'est la même chose que ce qu'on a vu pour les administrateurs ou les membres du directoire. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la SA, partie 1. Les conventions dans la SAS. Les conventions courantes, libres et sans formalité, les conventions réglementées, conventions conclues directement ou indirectement par personne interposée entre la SAS et son président ou ses autres dirigeants, elles doivent être soumises au contrôle des associés, et les conventions interdites, il est interdit au président, aux autres dirigeants ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants, descendants et toute personne de contracter des emprunts, consentir des découvertes, mais également faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque le dirigeant est une personne morale. La convention devient alors réglementée. Le contrôle, donc on a vu qu'il pouvait y avoir un CAC, une expertise de gestion, les droits et obligations des associés dans la SAS, les droits des associés, donc ils ont des droits politiques et des droits pécuniaires. Dans les droits politiques, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu pour la SARL et pour la SA. Ils ont des droits à l'information, les mêmes règles que la SA, droit de poser des questions écrites 2 fois par an, demander la désignation d'un expert sur certaines opérations, droit de participer aux assemblées collectives. Et les droits pécuniaires, ils ont des droits aux dividendes, des droits au remboursement de l'apport et un bonus de liquidation. Leurs obligations, donc des obligations au passif, une restitution des dividendes fictifs, une clause de non-concurrence dans le cas où elle est prévue par les statuts, une clause d'inaliénabilité qui doit être inférieure à 10 ans, une clause d'agrément et une clause d'exclusion. Ces clauses-là doivent être prévues par les statuts. Les AG, les conditions de quorum et majorité sont librement fixées par les statuts, donc on a bien compris que la SAS est basée sur la souplesse. À la création d'une SAS, les associés doivent décider d'absolument toutes les conditions qu'ils veulent. Par contre, il est interdit de priver un associé de son droit de vote. Et également, il y a des exceptions d'unanimité, comme pour la SA, les clauses statutaires prévoyant l'inaliénabilité temporaire des actions, l'augmentation des engagements des associés, les modifications statutaires, la prorogation de la durée de la SAS, les opérations particulières font l'objet d'une exception d'unanimité. Enfin, la dissolution de la SAS. Les causes de dissolution sont communes à toutes les sociétés, c'est les mêmes, mais il y a également des causes spécifiques. Si
Si le montant des capitaux propres est inférieur à la moitié du capital social, la dissolution est faite dans les 4 mois après approbation des comptes, faisant apparaître ces pertes. Mais il est également possible de reconstituer le capital social qu'à la clôture du deuxième exercice. Dans ce cas-là, la perte constatée, si elle est restituée, ne conduit pas à une dissolution de la société.